Le silence n'était pas le silence habituel de la nuit profonde. Ce n'était pas le mutisme lourd des heures où le monde se retient de respirer, juste avant l'aube. Non, ce silence-là était différent. Il avait une texture, une épaisseur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un velours noir qui tapissait l'air, absorbant chaque son, chaque écho, jusqu'à la pulsation de mon propre sang dans mes tempes. J'ai ouvert les yeux. L'obscurité était totale. Pas une seule trace de la lumière cendrée qui, à cette heure, commençait habituellement à poindre derrière les stores, annonçant l'arrivée imminente du jour. Je me suis tourné, cherchant le cadran lumineux de mon radio-réveil. Mes doigts ont tâtonné sur la table de chevet, heurtant la lampe, puis le livre que je lisais la veille. Enfin, j'ai trouvé le bouton. L'écran s'est allumé, projetant une lueur verte pâle sur le plafond. 5h17. C'était l'heure à laquelle je me réveillais presque chaque matin, sans alarme. Mon horloge interne était d'une précision exaspérante. C'était aussi l'heure où la première lueur, cette promesse timide d'un nouveau jour, commençait à se dessiner à l'est. L'heure où les premiers oiseaux, les plus matinaux, osaient un gazouillis hésitant. Mais ce matin-là, il n'y avait rien. Seulement cette obscurité insolite, ce silence pesant. J'ai froncé les sourcils. Peut-être une panne de courant général qui aurait plongé la ville dans un noir plus absolu. J'ai écarté les rideaux. Le spectacle qui s'offrait à moi était à la fois familier et profondément étrange. Ma rue, habituellement endormie mais jamais complètement inerte, était plongée dans une opacité que je n'avais vue que lors des nuits sans lune, loin de toute civilisation. Mais ici, au cœur de la banlieue, les lampadaires auraient dû projeter leur halo jaunâtre. Ils étaient éteints, tous. Et au-delà des toits des maisons voisines, là où le ciel devrait commencer à s'éclaircir, il n'y avait qu'une voûte d'encre, sans étoiles, sans la moindre nuance de gris. Le noir était absolu, comme un drap jeté sur le monde. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai allumé la lampe de chevet. Son faisceau jaune a déchiré l'obscurité, créant un cercle de lumière artificielle qui semblait minuscule et dérisoire face à l'immensité de la nuit qui s'était installée. J'ai attrapé mon téléphone. Pas de réseau. Ou plutôt, l'écran affichait l'heure correcte, 5h20 maintenant. Mais l'icône du signal était barrée. Pas de Wi-Fi non plus. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas une simple panne, c'était autre chose. Je suis descendu à tâtons, la lampe de mon téléphone comme unique guide. La maison était froide. Le chauffage, qui se déclenchait habituellement à 5h30, était silencieux. J'ai cherché la radio, un vieux poste à pile que j'avais gardé pour les urgences. J'ai tourné le bouton. Un grésillement, puis des voix hachées, paniquées. Répétons, aucune explication pour l'heure. La situation persiste. Le jour ne s'est pas levé. Les autorités appellent au calme. Les mots flottaient dans l'air, fragmentés, comme des éclats de verre. La voix du présentateur était tendue, presque brisée. Ce n'était pas une panne de courant, ce n'était pas une éclipse, c'était la nuit qui refusait de céder. J'ai appuyé mon front contre la fenêtre de la cuisine. Le monde extérieur était une toile vierge, une page que personne n'avait encore eu le temps d'écrire. Les silhouettes des arbres du jardin étaient des ombres encore plus sombres, immobiles, muettes. Les bruits de la ville, habituellement un lointain bourdonnement même à cette heure, étaient absents. Pas de voiture, pas de sirène. Seulement ce silence épais et cette obscurité sans fin. Une sensation étrange s'est emparée de moi. Non pas la peur panique que l'on pourrait attendre face à l'inconnu, mais une sorte d'émerveillement morbide, une curiosité forcée. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, ou du moins avait perdu sa boussole. Le jour et la nuit, ces deux piliers de notre existence s'étaient désolidarisés, et la nuit avait gagné. J'ai pensé aux oiseaux, ceux qui normalement chantaient à tue-tête à l'approche de l'aube. Qu'avaient-ils fait? S'étaient-ils tus, confus? Ou avaient-ils chanté dans le noir, espérant que leur mélodie invoquerait le soleil? J'ai regardé ma montre, 5h45. Le temps s'écoulait mais sans repère, sans la lumière qui marque le début, sans l'ombre qui signale la fin. Chaque minute qui passait était une minute de nuit en plus. Une minute de plus dans cette éternité d'encre. J'ai essayé d'appeler ma sœur, pas de tonalité. Mon père, rien.
Les réseaux étaient saturés ou peut-être en panne, victimes de la panique ou de l'incompréhension générale. Je me suis assis sur le canapé, dans le noir, mon téléphone posé à côté de moi, sa faible lueur projetant des ombres dansantes sur le mur. Le sentiment d'isolement s'est intensifié. Non pas que j'étais seul dans cette maison, mais que j'étais seul face à cette nuit qui ne finissait jamais. Les heures suivantes ont été un flou. J'ai erré dans la maison, allumant des bougies, des lampes de poche. Leurs flammes vacillantes et leurs faisceaux étroits semblaient lutter désespérément contre l'obscurité omniprésente, comme des lucioles perdues dans un océan sans rive. J'ai préparé du café sur ma petite cuisinière à gaz, le bruit du brûleur étant la seule chose à briser le silence oppressant. Le goût du café était amer, mais réconfortant. Dehors, le monde restait silencieux. À travers les fenêtres, je voyais toujours la même nappe d'encre. À 7 heures, l'heure où les écoles ouvrent, où les embouteillages commencent, où la vie bourdonne, il n'y avait rien. À 8 heures, 9 heures, 10 heures, la même chose. Les bribes d'informations de la radio étaient de plus en plus anxiogènes. Les scientifiques étaient perplexes. Les gouvernements appelaient à la prudence, à rester chez soi. Les théories fusaient. Éruptions solaires, anomalies gravitationnelles, inversion des pôles, événements cosmiques sans précédent. Mais aucune certitude. Juste cette certitude glaçante. Le soleil n'était pas là. Et rien n'indiquait qu'il reviendrait. Les premières heures ont été marquées par une étrange léthargie. Une incapacité à agir, comme si l'absence de lumière avait drainé toute mon énergie. Mais au fur et à mesure que les minutes devenaient des heures, et les heures une longue, interminable période, une nouvelle forme de conscience s'est éveillée en moi. C'était une prise de conscience lente, insidieuse, de la fragilité de nos routines, de la dépendance de notre existence à ce cycle immuable. Le simple fait de savoir que le jour allait suivre la nuit était un fondement de notre psyché collective. Sans cela, tout basculait. Je me suis retrouvé à regarder par la fenêtre, encore et encore, espérant contre toute logique voir apparaître un halo, une teinte violacée à l'horizon. Mais l'obscurité tenait bon. Elle était devenue une présence, une entité silencieuse mais puissante qui avait redéfini le monde en un clin d'œil. L'horloge de ma cuisine affichait maintenant 14h30, 14h30 de nuit. Une nuit qui aurait dû être un jour. Le concept même de jour commençait à s'estomper dans mon esprit. Qu'est-ce qu'un jour sans lumière ? Une simple unité de temps arbitraire ? Les bougies commençaient à se consumer, les piles des lampes de poche s'épuisaient, et avec chaque source de lumière artificielle qui faiblissait, l'obscurité semblait gagner du terrain, s'infiltrant un peu plus dans les recoins de ma maison et de mon esprit. Le monde n'était pas devenu noir d'un coup, non, il était resté noir, il avait refusé de s'éclairer. C'était une absence, pas une invasion, une non-venue, pas un départ. Et dans cette non-venue résidait une terreur plus profonde que n'importe quelle catastrophe hurlante. Car elle était silencieuse, implacable, et elle changeait tout, sans rien dire. La perception du temps, si linéaire auparavant, était devenue élastique. Les minutes s'étiraient, les heures se confondaient. Était-ce le matin, l'après-midi, le milieu de la nuit suivante ? Sans le soleil pour marquer le passage, mon esprit dérivait, ancré uniquement par les chiffres de mon téléphone et de ma montre, des chiffres qui, ironiquement, semblaient de plus en plus dénués de sens. C'était la première journée sans jour, la première d'une série qui, je le sentais au plus profond de moi, n'aurait pas de fin. Et dans cette immobilité sombre, je me suis demandé comment allions-nous vivre, comment allions-nous simplement être. Le silence s'est approfondi, et j'ai réalisé que ce n'était pas le monde qui avait perdu sa lumière, mais nous qui avions perdu notre repère. Nous étions des passagers à la dérive sur une mer d'encre, attendant un rivage qui ne viendrait peut-être jamais. À 14h30, l'obscurité tenait bon, implacable. Le monde, depuis l'aube avortée, n'était plus qu'une chambre noire géante, un cocon d'encre où les heures s'effilochaient sans repère. J'avais éteint ma radio à pile, non par lassitude, mais par une sorte de respect pour le silence qu'elle venait briser. Les voix hachées, paniquées, les théories scientifiques bancales, tout cela résonnait comme un écho lointain, presque futile, face à la réalité tangible de cette opacité. Je me suis levé du canapé, mes muscles raides de cette immobilité forcée. La seule lumière provenait d'une vieille lampe à pétrole que j'avais trouvée au fond d'un placard, sa flamme vacillante projetant des ombres dansantes, presque menaçantes, sur les murs familiers de mon salon. Chaque objet prenait une dimension nouvelle, étrange,
sous ce halo orangé. Mon appartement, d'ordinaire si lumineux, était devenu une caverne, un abri précaire contre l'inconnu qui régnait dehors. J'ai erré dans les pièces, mes pas amortis par le tapis, le silence écrasant. La cuisine, d'habitude pleine de la vie du matin, était plongée dans une pénombre épaisse. J'ai ouvert le réfrigérateur, et la lumière intérieure, si ordinaire il y a quelques heures, m'a semblé d'une violence inouïe, presque sacrée. J'y ai pris de quoi manger, un sandwich préparé à la hâte, sans appétit, et je l'ai consommé froid, assis sur le rebord de la fenêtre, fixant le vide au-delà du verre. Dehors, rien n'avait changé. La voûte d'encre était totale, sans la moindre étoile, sans le plus infime rai de lune. Les lampadaires de la rue étaient toujours éteints, des sentinelles muettes et inutiles. Le monde extérieur était une toile vierge, ou plutôt une toile effacée. Il n'y avait plus de contours, plus de perspective, juste l'impression d'une absence vertigineuse. C'était comme si l'univers avait retenu son souffle, figé dans une attente insoutenable. Le temps s'étirait, élastique, sans forme. Comment savoir quelle heure il était vraiment ? Ma montre, mon téléphone, la radio, tous donnaient des chiffres, mais ces chiffres avaient perdu leur essence. Ils ne marquaient plus le passage d'un jour à l'autre, mais simplement la dérive d'une conscience dans une éternité d'encre. J'avais l'impression de flotter, déconnecté de la gravité temporelle. Vers ce que ma montre indiquait être 18 heures, une fatigue profonde m'a envahi. Non pas la fatigue physique d'une journée de labeur, mais une lassitude existentielle, celle qui naît de l'absence de sens. Le sommeil est un refuge, une petite mort quotidienne qui nous prépare à la résurrection du matin. Mais si le matin ne venait jamais, à quoi bon s'endormir si le réveil n'offrait que la même nuit, le même néant ? J'ai rallumé la radio, cherchant une présence, une voix pour me rassurer. Les informations étaient devenues plus rares, plus décousues. Les stations nationales peinaient à maintenir leurs émissions. Les voix des présentateurs étaient tendues, leurs mots choisis avec une prudence nouvelle, comme s'ils craignaient de prononcer une vérité trop lourde. Ils parlaient de pénurie d'électricité dans certaines régions, de centres d'accueil d'urgence mis en place, de psychologues appelés en renfort. Le mot « panique » était souvent évité, mais il flottait entre les phrases, invisible et pourtant palpable. Une voix, celle d'une femme à l'accent du Sud, a décrit des scènes de chaos dans les grandes villes, des rues plongées dans le noir, des tentatives de pillage vite réprimées par des forces de l'ordre débordées. Elle a mentionné l'ordre de rester chez soi, de conserver les ressources, de ne pas céder à la peur. Mais comment ne pas céder à la peur quand le monde lui-même s'était éteint ? J'ai coupé la radio. Trop d'informations fragmentées, trop de terreurs diffuses. Mon appartement était mon bunker, ma prison, mon unique point de repère. J'ai allumé quelques bougies, les disposant stratégiquement pour créer des îlots de lumière douce. Leurs flammes dansaient, fragiles, défiant l'obscurité qui les cernait de toutes parts. Je me suis allongé sur le canapé, enveloppé dans une couverture, le regard perdu dans le plafond invisible. Le silence était devenu une présence, une entité silencieuse qui écoutait. Il n'était plus l'absence de bruit, mais une sorte de pression sur mes tympans, une substance dense qui remplissait l'air. Parfois, j'avais l'impression d'entendre mon propre sang pulser dans mes veines, ou le léger crépitement de la cire des bougies. C'étaient les seuls sons, des murmures infimes dans l'immensité de l'absence. J'ai fini par m'endormir, un sommeil lourd, agité de rêves sans images, fait de pures sensations, froid, vide, attente. Quand j'ai rouvert les yeux, la flamme de la lampe à pétrole était faible, presque éteinte. Les bougies s'étaient consumées, ne laissant que des flaques de cire solidifiées. J'ai tâtonné pour rallumer ma montre, 5h17, exactement 24 heures depuis mon premier réveil dans cette nuit éternelle. Le choc n'a pas été aussi brutal que la première fois. Il y avait une sorte de résignation, une amertume froide qui m'a serré la gorge. C'était donc ça. Le jour ne s'était toujours pas levé. C'était la deuxième journée de cette nuit sans fin. La confirmation de ma peur la plus profonde. La nuit avait gagné une manche, puis une autre. Elle ne lâcherait pas. Un frisson m'a parcouru. Le froid était plus mordant. J'ai réalisé que le chauffage ne fonctionnait plus. L'électricité avait dû être coupée, ou les réserves des centrales s'épuisaient. C'était une nouvelle couche de réalité, plus concrète, plus menaçante que la simple absence de lumière. Le corps humain a besoin de chaleur, d'énergie, de routine. J'ai cherché des vêtements plus chauds, empilant les pulls et les chaussettes. Chaque mouvement était lent, mesuré, comme si j'économisais mon énergie, non pas pour l'effort physique,
mais pour la simple volonté de continuer à exister. La radio, cette fois, ne m'a offert que le silence. J'ai tourné le bouton, cherchant une fréquence, un signe de vie, mais il n'y avait que le grésillement statique, la voix blanche du vide. Le monde s'était refermé sur lui-même, ou du moins, ma fenêtre sur lui s'était brisée. L'isolement était total, absolu. C'est à ce moment-là que la vraie peur, celle qui noue les entrailles et paralyse l'esprit, a commencé à s'installer. Ce n'était plus l'inquiétude diffuse d'une anomalie temporaire, mais la certitude grandissante d'une catastrophe irréversible. Que faire? Comment vivre? Les réserves de nourriture, d'eau, de piles, de pétrole, tout était fini par s'épuiser. Et après, j'ai pensé aux autres, aux millions d'êtres humains qui, comme moi, se réveillaient dans cette nuit sans fin. Comment géraient-ils cette réalité? Les familles, les enfants, les personnes âgées. La pensée était insoutenable. Elle menaçait de me submerger. Pour la première fois, j'ai cherché la lumière, non pas celle du soleil, mais une lumière intérieure, une raison de ne pas sombrer. J'ai ramassé un livre sur ma table de chevet, un roman d'aventure que j'avais toujours aimé. Mais mes yeux ne distinguaient plus les lettres dans la faible lueur de ma lampe torche, que j'allumais et éteignais par intermittence pour économiser les piles. Les mots n'avaient plus de sens. L'imagination elle-même semblait s'être éteinte, assourdie par la réalité écrasante. J'ai posé le livre. J'ai regardé mes mains, des mains d'hommes ordinaires, habitués à des tâches ordinaires, à des jours ordinaires. Elles me semblaient étrangères, inutiles dans cette nouvelle ère. À quoi servaient-elles, maintenant que le monde n'avait plus besoin de produire, de construire, de créer sous la lumière du jour? Le froid s'infiltrait partout, une présence constante qui rongeait les bords de ma conscience. J'ai pensé aux bougies que j'avais encore, aux quelques allumettes restantes. Chaque flamme était un petit miracle, une bulle éphémère de chaleur et de clarté dans l'océan de ténèbres. Je les ai comptées, comme un avare compte ses pièces d'or. 17 bougies. Elles ne dureraient pas éternellement. Rien ne durerait éternellement, sauf peut-être cette nuit. Une étrange mélancolie m'a envahi. Non pas la tristesse, mais une forme de nostalgie pour un monde qui n'était plus. Un monde de ciel bleu et de couchers de soleil flamboyants, de rires d'enfants dans les parcs et de lumière de la ville scintillante à l'horizon. Des images si vives et pourtant déjà si lointaines, comme des souvenirs d'une autre vie. J'ai regardé par la fenêtre, la même opacité. Mais cette fois, j'ai cru percevoir quelque chose. Une lueur infime, presque imperceptible dans la distance. Un point de lumière, minuscule et solitaire, flottant dans le velours noir. Était-ce une hallucination, le fruit de ma privation sensorielle? Ou était-ce un autre être humain, quelque part, qui luttait aussi contre l'obscurité, allumant sa propre bougie, sa propre lampe, défiant la nuit avec une étincelle d'espoir ou de désespoir? Je suis resté là, le front collé à la vitre froide, fixant cette lueur fantôme. Elle était là, ou peut-être pas. Mais l'idée même qu'il puisse y avoir une autre conscience, une autre flamme dans ce néant, m'a donné un étrange réconfort. Nous étions peut-être tous des lucioles perdus dans un océan sans rive, mais nous n'étions pas seuls. Pas encore. La nuit, qui s'était d'abord présentée comme un voile, puis comme une prison, commençait à se transformer en quelque chose d'autre. Une entité vivante peut-être, mais aussi un miroir. Un miroir sombre qui renvoyait les peurs les plus profondes, mais aussi peut-être les lueurs les plus infimes de la résilience humaine. Le deuxième jour de cette nuit éternelle venait de commencer, et il était déjà plus froid, plus silencieux et infiniment plus lourd que le premier. Mais quelque part, une lueur persistait. Et tant qu'il y aurait une lueur, il y aurait peut-être une histoire à raconter. Le point lumineux, si ténu qu'il aurait pu n'être qu'une étoile égarée dans ce ciel d'encre ou une tache sur ma rétine fatiguée, persistait. Il n'était pas un mirage. Je l'ai fixé, ma respiration s'accrochant à ma gorge comme un insecte pris dans une toile. Il pulsait faiblement, un battement irrégulier dans l'immense mutisme du monde. Une hallucination née de la privation et de la peur, ou une ancre, jetée depuis un rivage que je ne croyais plus possible. Le froid mordait, plus insidieux et profond qu'avant. Il avait fini par vaincre l'isolation des murs, s'infiltrant dans les fibres du canapé, dans mes os. Mes doigts, engourdis, se sont frottés l'un contre l'autre. La radio, elle, restait muette, son grésillement même ayant cédé la place à un silence absolu, comme si le monde avait définitivement coupé les ponts avec toute forme de communication. J'étais seul, vraiment seul. Pourtant, cette lumière, elle était là, loin certes,
mais présente. Un point de discorde dans l'opacité totale. Un défi à l'éternité d'encre qui m'enveloppait. Je ne savais pas ce qu'elle était, ni ce qu'elle représentait. Un feu oublié, une bougie dans la fenêtre d'un voisin, un signal, l'espoir, cette petite flamme vacillante que je croyais avoir éteinte, s'est rallumée en moi, tordant mes entrailles. L'espoir est une chose dangereuse dans l'obscurité. Il promet, il trahit. Mais il est aussi le seul moteur qui reste quand tout le reste s'est effondré. Je me suis levé, mes muscles protestants. Chaque mouvement était une victoire sur la léthargie qui menaçait de m'engloutir. Le sac à dos de randonnée, poussiéreux, gisait dans le placard de l'entrée. Je l'ai sorti. Il était lourd de souvenirs de journées ensoleillées, de chemins sous un ciel bleu. Aujourd'hui, il allait être le réceptacle de ma survie, ou de ma folie. J'y ai glissé les dernières bougies, 3 seulement, et la lampe torche, son faisceau déjà faiblissant. Les piles de rechange étaient une chimère, un souvenir lointain d'un monde où l'énergie était une évidence. Un vieux briquet, sa molette rouillée, mais qui crépitait encore. L'avant-dernière bouteille d'eau, un paquet de biscuits secs, le goût du sucre et du sel, une promesse de calories qui se révélerait dérisoire. Et puis, la couverture la plus épaisse que j'ai pu trouver, roulée serrée. Mes vêtements. J'ai empilé les couches, 2 pulls en laine, un vieux manteau d'hiver dont l'épaisseur me semblait soudain insuffisante, des gants, un bonnet. Mon corps tremblait déjà, pas seulement de froid, mais d'une appréhension nouvelle. Sortir, quitter ce refuge précaire, cette bulle d'obscurité domestique où, au moins, je savais où étaient les meubles. La porte d'entrée était une frontière. Au-delà, l'inconnu, amplifié par la nuit éternelle. J'ai hésité, la main sur la poignée froide. Le cœur battait à coups sourds contre mes côtes. Et si ce n'était rien? Et si c'était pire? La solitude était une compagne cruelle, mais familière. L'inconnu, lui, était un prédateur. Mais la lumière, cette lueur lointaine m'appelait, un chant de sirène dans le vide. J'ai tourné la poignée, un craquement sec. L'air glacial s'est engouffré, plus dense, plus piquant que tout ce que j'avais ressenti à l'intérieur. Il portait des odeurs que je n'avais pas senties depuis des jours. La terre gelée, l'humidité stagnante, et quelque chose de plus subtil, une odeur de désolation, de fin du monde, presque. J'ai fait un pas, puis un autre. La rue, ma rue. Elle était méconnaissable. Les maisons, silhouettes monolithiques, se fondaient dans le velours noir qui tapissait l'air. Les arbres se dressaient comme des squelettes géants, leurs branches dénudées griffant le ciel invisible. Le silence était encore plus profond ici, un silence qui absorbait tout, même le son de mes propres pas sur l'asphalte gelé. Ma lampe torche, un cercle jaune et tremblant, dansait devant moi. Elle découpait des fragments de réalité, un pneu crevé, une boîte aux lettres penchée, une flaque d'eau transformée en miroir de glace, reflétant l'obscurité comme un abîme. Chaque pas était une aventure, une progression aveugle. Je devais me fier à mes pieds, à la texture du sol, à la légère inclinaison de la route. La lumière lointaine ne semblait pas se rapprocher. Elle restait un point fixe, une promesse lointaine. Le vent s'est levé, glacial, cinglant. Il sifflait entre les maisons, un murmure plaintif qui me glaçait le sang. J'ai serré les dents, le bonnet enfoncé jusqu'aux oreilles. Le froid était un adversaire implacable qui cherchait la moindre faille, la moindre zone exposée pour s'y insinuer. Combien de temps avais-je marché? 10 minutes? 1 heure? Le temps n'avait plus de sens. Sans le soleil, sans les horloges du monde extérieur, il était devenu une entité élastique, s'étirant à l'infini dans le noir. Ma montre, elle, indiquait toujours 5h17. Un rappel cruel de l'absurdité de ma situation. J'ai trébuché sur un trottoir brisé, mon cœur s'est emballé. La peur de tomber, de me blesser dans cette obscurité impitoyable, était vive. L'idée de rester là, seul, incapable de bouger, m'a traversé l'esprit, une pensée glaciale qui m'a donné la force de me rattraper. Je ne devais pas tomber, je ne pouvais pas. La rue principale, elle était encore plus désertée. Les magasins, fenêtres brisées, étaient des gouffres noirs. Les voitures, abandonnées, formaient des obstacles immobiles, des fantômes de fer et de verre. Pas un son, pas un signe de vie. Le monde était mort, ou du moins, il dormait d'un sommeil si profond qu'il ressemblait à la mort. La lumière, elle était un peu plus grande maintenant, plus distincte. Non pas une étoile, mais un halo diffus, orangé, comme une braise lointaine. Elle venait de la direction du vieux parc, là où se trouvait l'ancien kiosque à musique. C'était un endroit où les gens se rassemblaient autrefois,
pour des concerts d'été, des pique-niques. Maintenant, c'était un vestige d'un temps révolu. Je me suis dirigé vers le parc, mes pas résonnant étrangement dans le silence. Le sol était recouvert d'une fine couche de givre, craquant sous mes bottes. L'air était si froid qu'il brûlait mes poumons à chaque inspiration. J'ai imaginé le monde entier, plongé dans cette même nuit. Des milliards d'êtres humains luttant contre le froid, la faim, la peur, le désespoir. Certains avaient dû se résigner, se laisser aller. D'autres, comme moi, cherchaient encore un sens, une lueur. En arrivant à l'entrée du parc, j'ai levé la tête. La lumière venait bien du kiosque. Mais ce n'était pas une bougie, ni un feu de camp. C'était une lueur diffuse, provenant de l'intérieur de la structure. Comme si quelque chose ou quelqu'un s'était installé là, tentant de recréer un semblant de foyer. Mon cœur a recommencé à battre la chamade. Une présence humaine ? Après des jours de silence total, l'idée était vertigineuse. La prudence me hurlait de rebrousser chemin. La radio avait parlé de pillage, de chaos. Mais la solitude, elle, me poussait en avant. Le besoin de savoir, de ne plus être seul, était une force plus puissante que la peur. Je me suis approché, pas à pas, ma lampe torche éteinte. Je voulais observer avant d'être vu. L'obscurité était ma meilleure alliée maintenant. Je me suis glissé derrière un bosquet d'arbres, leurs branches nues me servant de camouflage. La lumière émanait d'une sorte de lanterne rudimentaire, posée sur le sol du kiosque. Elle éclairait une petite zone circulaire, révélant des formes indistinctes. Une silhouette, assise, recroquevillée. Une personne. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. C'était vrai, il y avait quelqu'un, un autre survivant. Mon esprit a lutté avec une myriade d'émotions contradictoires. Soulagement, anxiété, espoir, méfiance. Était-ce un homme? Une femme? Était-il seul? Armé? J'ai pris une profonde inspiration, l'air glacial remplissant mes poumons. Je devais me montrer. Rester caché serait une lâcheté, un reniement de tout ce qui me poussait ici. Mais comment aborder cette personne? Avec un cri? Un simple bonjour? Dans ce monde sans jour, les règles de la bienséance semblaient dérisoires. J'ai fait un pas hors du bosquet. Le givre a craqué bruyamment sous ma botte. La silhouette a tressailli. La lumière de la lanterne a vacillé. La tête s'est levée lentement, un mouvement hésitant. Je n'ai pas pu distinguer les traits du visage dans la pénombre, mais j'ai perçu un mouvement. La personne s'est levée, lentement. Puis, une voix, rauque, éraillée par le froid et le silence, a fendu l'obscurité. Qui est là? Le son de cette voix humaine, après tout ce temps, était un choc. Il résonnait dans le vide, une preuve tangible que je n'étais pas le dernier. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était sèche, mes cordes vocales atrophiées par le mutisme. Je suis seul. Ai-je finalement réussi à articuler, ma propre voix me semblant étrangère, à peine un chuchotement. J'ai vu la lumière. La silhouette n'a pas bougé. Elle était figée, une statue d'ombre et de lumière. Je ne savais pas si c'était de la peur, de la surprise ou autre chose. Le silence est retombé, lourd, pesant, entre nous. Un silence différent de celui de ma maison. Celui-ci était chargé d'une tension palpable, de la rencontre de deux mondes, de deux solitudes. Puis, la silhouette a fait un pas en avant, sortant un peu plus de l'ombre du kiosque. J'ai tendu ma lampe torche, la faisant clignoter une fois, pour signaler ma présence, pour montrer que j'étais là, que je n'étais pas une menace invisible. La lumière de la lanterne a éclairé un visage. C'était une femme. Ses traits étaient tirés, marqués par la fatigue et le froid. Mais ses yeux, deux puis sombres, me fixaient avec une intensité que je ne pouvais déchiffrer. Elle portait plusieurs couches de vêtements, comme moi, et un foulard autour de la tête. « Vous êtes le premier que je vois », a-t-elle dit, sa voix un peu plus assurée maintenant, mais toujours empreinte d'une profonde lassitude. Depuis le début. Ce mot était un abîme. Il englobait tout, la fin du jour, le règne de la nuit, l'effondrement du monde tel que nous le connaissions. Il n'y avait pas besoin de plus de mots, nous comprenions tous les deux. Moi aussi, ai-je répondu, ma voix retrouvant un peu de sa substance. Je pensais être le seul. Un léger mouvement de sa tête, un signe de compréhension. Elle n'a pas souri. Le sourire, comme le soleil, semblait être une chose du passé. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle de résignation mêlée à une ténacité farouche. « Entrez », a-t-elle dit, d'un geste de la main vers l'intérieur du kiosque.
Il fait un peu moins froid ici. J'ai trouvé du bois. Du bois. Le mot résonnait comme un trésor. Le feu, la chaleur, la promesse d'une survie prolongée. Je me suis avancé, le cœur battant, vers la lumière vacillante de sa lanterne. Le monde n'était peut-être pas totalement vide, après tout. Il y avait encore des braises qui couvaient dans l'obscurité. Et peut-être, juste peut-être, que 2 de ces braises avaient trouvé le moyen de se réchauffer l'une l'autre. L'intérieur du kiosque était exigu, mais offrait un semblant d'abri. Au centre, un petit feu de fortune crépitait, alimenté par des morceaux de bois que la femme avait manifestement récupérés. La fumée montait, s'échappant par l'atran. Le dernier interrupteur glissa sous mes doigts meurtris, un champ d'acier et de sueur. La machine, endormie depuis des décennies, rugit, s'éveillant dans un fracas assourdissant. Des arcs électriques zébrèrent les conduits, l'air vibra, lourd de l'énergie libérée. Silas, ses yeux fous reflétant la lumière naissante, hurla, sa foi brisée par l'inéluctable. Ses veilleurs, aveuglés et désorientés, s'effondrèrent ou prirent la fuite, leur monde de ténèbres s'écroulant autour d'eux. Le complexe tout entier trembla, menaçant de s'effondrer sous la puissance du phare solaire. Je titubais vers la sortie, les poumons brûlants, chaque muscle endolori. L'air extérieur était glacial, mais différent. En levant les yeux vers le ciel, j'ai vu. Ce n'était pas le soleil, pas encore, mais une déchirure, une fêlure subtile dans le velours noir de la nuit, une fine ligne de lumière pâle, comme la première aube d'un monde oublié. Elle grandissait, lentement, inexorablement, repoussant l'ombre qui avait régné si longtemps. Une promesse. Les jours qui suivirent furent un lent éveil. La lumière, douce et diffuse, s'installa, baignant le monde d'un crépuscule éternel, d'un bleu-gris apaisant. Le ciel n'était plus une toile d'encre, mais une étendue voilée, à travers laquelle on devinait l'immense clarté qui attendait derrière le voile. La glace commença à pleurer, ruisselant en filets d'eau qui chantaient une mélodie nouvelle. Les premières pousses, timides et vertes, osèrent percer le sol figé, un miracle silencieux. Quand je suis rentré, la cité des lampions était en pleine effervescence. Des visages que je connaissais et d'autres, inconnus, se pressaient. Élise était là, ses yeux brillants de larmes et d'un espoir que je n'avais jamais cru revoir. J'étais un fantôme revenu d'entre les morts, un porteur de lumière. L'accueil fut une clameur, un mélange assourdissant de joie, de stupéfaction et d'une peur nouvelle face à l'inconnu. Les enfants, nés dans l'obscurité, levaient leurs visages pâles vers le ciel, émerveillés et un peu effrayés par cette clarté douce qui redessinait les contours de leur monde. Le chemin serait long. Reconstruire, réapprendre à cultiver la terre, à vivre sous cette lumière tamisée, à gérer les émotions complexes de 15 années d'obscurité et l'adaptation à cette aube sans fin. Mais en voyant un petit garçon tendre la main vers cette lueur inconnue, son visage illuminé d'une curiosité pure, j'ai compris. La nuit éternelle était terminée. Le voyage de l'humanité, lui, ne faisait que commencer, vers un monde à réinventer, baigné d'une espérance nouvelle, fragile et infinie.